sur Europe 1. 世界游记 Carnet du monde. Dnevniki mira. Europana. Europa 1. Bem-vindos nos cadernos do mundo. Parcourez la planète avec Sophie Larmoyer. Et encore des rencontres et des reportages jusqu'à 20h ensemble. Nous parlerons du glyphosate. Pourquoi est-ce si dur de décider si oui ou non il faut interdire dès maintenant l'herbicide le plus vendu au monde? Réponse avec Isabelle Horry. On ira sur les traces de Che Guevara en Bolivie où il a passé la dernière année de sa vie, il y a 50 ans. Et tout de suite, on évoque le débat lancé par les accusations d'agression sexuelle parties d'Hollywood. Deux correspondants de la presse étrangère nous accompagnent ce soir pour regarder l'actualité sous un autre angle. Ils travaillent pour des médias espagnols et canadiens. Et je suis ravie d'accueillir de nouveau dans le club très ouvert de la presse étrangère Juan José Dorado, correspondant à Paris pour les médias du groupe de presse espagnol régional. Bonsoir. Buenas tardes. Buenas tardes. Et Sylvain Desjardins, correspondant de Radio-Canada. Bonsoir. Bonsoir. Alors, soyez les bienvenus. Le sujet sur lequel on revient ensemble, d'ailleurs, c'est bien que ce soit deux hommes qui soient là ce soir, c'est la lutte contre le sexisme ordinaire et le harcèlement sexuel. L'affaire Harvey Weinstein à Hollywood a donné une nouvelle visibilité à la consultation citoyenne lancée au début du mois par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Objectif, présenter un texte contre les violences sexistes et sexuelles en y associant la société pour qu'elle définisse ce qu'elle accepte ou ce qu'elle n'accepte pas. L'autre conséquence de l'affaire Weinstein, on l'a vu tous sur les réseaux sociaux, c'est cette parole qui se libère. D'autres abuseurs connus du public sont montrés du doigt et c'est ce qui ressemble finalement à un défoulement sur les réseaux sociaux avec les hashtags Balance ton porc, MeToo ou Denounce All Pigs. Juan José Dorado, quel regard portez-vous sur ce débat en France sur le sujet? En Espagne, vous avez une belle longueur d'avance en quelque sorte, en tout cas dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a une prise de conscience beaucoup plus tôt que nous dans les années 90. Tout à fait, à la fin des années 90, la société espagnole a pris conscience, après un fait divers qui a traumatisé le monde politique, mais la société de façon générale, a pris conscience des violences faites aux femmes, que c'était une réalité. Et c'est au début des années 2000, notamment avec l'arrivée de José Luis Rodríguez Zapatero à la présidence du gouvernement, qui a développé la législation espagnole pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais surtout, il a doté aussi le gouvernement des moyens pour créer une vraie structure. Donc depuis 2003-2004, l'Espagne est en quelque sorte pionnière justement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et quand vous dites des moyens, c'est que ce sont des vrais moyens financiers année après année. C'est pas un plan une fois et puis après on n'en parle plus. Effectivement, donc dès son arrivée, donc il y a la partie législative qui était importante, ouais. Parce que sans législation vous ne pouvez rien faire. Mais effectivement, maintenant, on a développé tout un réseau. Aujourd'hui, une femme qui est battue, qui est agressée sexuellement, peut aller dans la mairie, elle va trouver un bureau dédié à son cas, dans chaque mairie, dans les sous-préfectures, dans les préfectures, dans les gouvernements régionaux, donc, et même dans les commissariats, puisque plus d'un millier de policiers ont été formés justement pour ne travailler que sur les cas des violences faites aux femmes. Donc dans chaque commissariat, normalement, il y a un policier référent, en quelque sorte. Un policier référent, tout à fait. Et puis il y a de l'argent. Je crois qu'en 2017, le gouvernement a consacré 266 millions d'euros à la lutte contre les violences. C'est le budget qui a été voté cette année, donc pour 2017, 266 millions. Et surtout, il y a eu un accord d'État qui a été trouvé il y a quelques mois, comme quoi l'État va débloquer 1 milliard d'euros sur 5 ans, grosso modo 200 millions d'euros par an, mais donc la crise économique est passée par là. Oui. On aurait pu penser qu'effectivement, dans d'autres circonstances, cet argent aurait été beaucoup plus. Il y a aussi un changement vraiment de mentalité, et notamment dans les médias. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est très présent dans les médias. Il est très présent dans les médias. Il y a 20 ans, quand des femmes étaient battues, quand elles étaient assassinées par leur conjoint, personne n'en parlait. Depuis une quinzaine d'années, les journaux télévisés, les journaux à la radio, la presse, elles en parlent. Elles peuvent même ouvrir un journal télévisé des 20 heures avec une femme qui a été assassinée par leur conjoint. On ne se pose pas la question de savoir si c'est un fait divers, s'il faut en parler ou pas. On en parle. Les médias se sont appropriés justement ce phénomène et il faut
en parler parce qu'il faut montrer au monde que ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis il y a bien évidemment la formation. Il faut éduquer les enfants parce qu'en fin de compte, c'est les enfants d'aujourd'hui qui vont éviter qu'il y ait des violences le lendemain. Alors, il y a souvent des ministres qui sont allés voir comment ça se passait en Espagne, pour prendre exemple. Malgré tout, le bilan n'est pas encore extraordinaire. Il y a encore des vrais problèmes en Espagne, tous les jours, de violences faites aux femmes. C'est-à-dire que ça ne règle pas tout. Hein. Ah non, ça ne règle pas tout. Le premier problème, c'est que effectivement, vous avez encore les femmes qui ont peur d'aller dénoncer. Et notamment dans les agressions sexuelles, on dit que pratiquement 80% des agressions sexuelles, qu'elles soient verbales ou qui aillent plus loin, ne sont pas dénoncées. Donc il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a à peu près 1200 viols encore par an en Espagne. Donc effectivement, tout n'est pas fait. Mais d'abord, il faut libérer la parole des femmes. Il faut qu'elles aillent dénoncer parce qu'aujourd'hui, on a développé une politique transversale où le ministère de l'Intérieur et les policiers ont été éduqués au problème, les juges ont été éduqués au problème. Donc effectivement, il faut continuer à aider les femmes à parler de ce qui se passe. Merci beaucoup Sylvain Desjardins. En tant que Canadien, qu'iriez-vous dire dans les ateliers du Tour de France égalité femmes-hommes qui ont lieu un petit peu partout aujourd'hui? Je n'aurais pas de leçon à te donner parce que j'ai pris le temps aujourd'hui de regarder un petit peu les textes de loi. Et même s'il y a cette loi qui est en préparation pour la question du harcèlement de rue de façon spécifique, je croyais que le Canada était bien en avance sur ces questions-là. Je regarde les textes de loi, c'est très, très similaire. Ce que j'observe comme Canadien qui vit à Paris, en France et en Europe depuis plus de 3 ans maintenant, je vois une grande différence sur le plan comportemental, sur le plan culturel. C'est plutôt là. C'est plutôt là que les mentalités sont très, très différentes dans les rapports hommes-femmes, c'est ça? Tout à fait. Le rapport de séduction entre un homme et une femme est beaucoup plus présent dans la sphère publique ici, je trouve, que chez nous. Nous, on hérite un petit peu de notre mélange. Il y a la culture française au Québec, mais il y a la culture anglaise et américaine qui est très présente au Canada anglais. Ça donne un mélange où il y a, bien sûr, dans les grandes villes, Toronto, Vancouver, Montréal, une très, très grande sensibilisation. Et des plaintes qui sont en effet déposées, mais dans une proportion qui est peut-être semblable à peu près à ce que décrivait mon collègue en Espagne. Mais dans les faits, il y a une plus grande ouverture à la dénonciation. C'est-à-dire qu'il est beaucoup moins question chez vous d'accepter de se faire héler dans la rue, quoi. Tout à fait. Pour une femme. Tout à fait. Je vous donne un exemple. Une personne que je connais bien, assise sur un banc de parc ici, essaie de lire son livre tranquillement, son bouquin. Un homme s'approche et lui demande d'aller prendre un café. Elle dit non. Cet homme devrait comprendre normalement. Et non, il revient à la charge une 2e fois et puis une 3e fois, au point où cette personne, cette femme, sent le besoin de dire « si vous continuez, je crie, j'appelle la police ». Une chose qu'elle n'aurait pas faite si elle avait été plus jeune. Mais de ce que je comprends, quand je discute de cette scène-là avec des Françaises, elles me disent « moi, je me serais levé à la première occasion et je serais parti ». Alors que la femme canadienne, elle lâche pas le banc. Elle ne veut pas lâcher son banc, pourquoi le ferait-elle? Oui, vous avez absolument raison. Il y a une tradition féministe assez forte et assez radicale au Québec. C'est ça qui explique peut-être cette différence de rapport homme-femme? Il y a le féminisme nord-américain en général qui est plus radical, je dirais aux États-Unis, qui était inspiré un peu de l'émancipation même raciale, qui a emporté aussi le mouvement féministe aux États-Unis, qui a été souvent porté par des femmes noires d'ailleurs. Et il y a aussi des noms très célèbres qui sont évoqués très régulièrement par les féministes chez nous, qui les ont fortement influencés. Et il y a, je dirais, dans le bagage culturel historique spécifique au Québec, toute cette période qu'on a appelée la Révolution tranquille, où on a balancé par-dessus bord l'emprise de la religion sur la société, comme il y avait des stéréotypes très forts dans les comportements hommes-femmes, ça aussi, ça a été rejeté fortement. Et ça a probablement inspiré aussi une forme de féminisme un peu plus radical pour revendiquer davantage. Au point où vous disiez qu'à l'université, vous hésitiez à tenir la porte aux filles. Exactement. Parce que c'est une forme de galanterie qui était mal acceptée. Je crois que maintenant, ça s'est radouci un peu, mais il y a eu une période où, en effet, c'était un petit peu plus tendu. Ce qui est intéressant dans vos exemples, c'est qu'il y a les législations et puis il y a aussi les comportements, les attitudes, les mentalités qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous avez chacun une petite carte blanche pour clore ce club de la presse. Juan Rosé, vous aviez envie de parler de la 24e campagne d'Octobre Rose. Donc c'est ce mois où, en particulier, on met en avant la lutte contre le cancer du sein.
Tout à fait, parce que moi j'ai découvert un très beau reportage chez nos confrères des Libérations qui parlait des femmes qui ont perdu un sein ou les deux et qui s'est reconstruites en faisant des tatouages, que ça soit sur les seins qui ont été refaits ou même s'il n'y en a pas. Et je trouve magnifique que cette image des douleurs et des détresses qui restent, quand vous voyez dans un miroir, elles arrivent à la transformer en art avec des motifs qui sont assez sensibles, des tatouages sensibles. Et je trouve que c'est une belle expérience et très émouvant et qui peut aider beaucoup de femmes qui ont passé par ces problèmes. Un petit coup de griffe, Sylvain Desjardins, très rapidement, pardon. C'est le débat sur l'écriture inclusive qui a été relancé chez nous qui vous fait sourire. Oui, ça nous fait sourire parce qu'il y a une vingtaine d'années, on s'est mis là-dessus au Québec. Des circonstances ont fait qu'on a pris ça à bras-le-corps et on s'est retrouvé dans des situations où on avait des textes où on pouvait parler de chacune des participantes qui étaient invitées eux. Donc, avec un abus de langage. À la fin, on ne se comprend plus, quoi. Non, alors on a laissé ça de côté, mais par contre, je tiens à dire que la féminisation des titres, ça, c'est quelque chose qui est resté. Alors, Madame le maire, ici, Madame le maire Hidalgo, ça fait très bizarre dans l'oreille québécoise. Pourquoi pas la mère? Pourquoi dire ambassadrice, un terme qui serait réservé à la femme de l'ambassadeur? Si une femme est ambassadeur, pourquoi pas ambassadrice? J'ai l'impression que ce qui fait la grande différence, sincèrement, c'est la chère Académie française qui a tout son bagage d'histoire qui est formidable, mais qui a peut-être aussi un peu d'excès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.